Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, dans le club créé, club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental, qui vous propose à tous ceux et celles qui ont assisté à la conférence au début du mois de juin 2006, ainsi qu'aux abonnés à la salle 1106, la première partie de 2 de la conférence donnée à Montréal cette fois, sur le thème « La trousse de survie mentale », présentée par M. Marc Delassalle, qui sera suivi par la période de questions dans la deuxième partie. Bonne écoute. On a vu qu'il y aura des fous qui vont parler comme des sages, puis on va avoir des sages qu'on va traiter de fous. Alors on se demandait comment on va les discerner et comment nous, on va développer notre trousse de survie mentale. Oui. Ben déjà, on est dans un moment critique. Déjà. Les gens qui sont ici, vous n'êtes pas ici pour rien. Parce qu'indirectement, vous avez besoin d'avoir accès à de l'information. La trousse de survie mentale que vous appelez, c'est indirectement une capacité de s'intégrer. D'intégrer l'énergie qui est autour de vous, mais surtout d'intégrer votre propre énergie. Donc, c'est ça, la trousse de survie mentale. Quels sont les éléments, quand on pense à une trousse de survie, on pense à des médicaments, avec de la nourriture? Non. Là, ça va être quoi? Là? On parle une trousse de survie mentale, c'est tout simplement la présence indirectement à ce que vous vivez le jour présent. Si vous rentrez dans une salle de conférence comme celle-ci, puis vous remarquez que vous êtes un petit peu décalé, essayez de remarquer vers la fin de la conférence si vous allez être un petit peu plus centrique. Donc, si vous faites ça tous les jours de votre vie, vous êtes déjà bien parti. Déjà bien parti parce que vous vous donnez l'opportunité d'étudier votre capacité à vous adapter. Parce que la vie va vous présenter toutes sortes d'événements dans une journée pour vous décentrer. Et c'est une question de centricité, l'intelligence. Et l'organisation de la conscience mentale, c'est une question de centricité. C'est pas un acte ou une pratique, c'est pas... vous pouvez pas avoir de mantra pour ça. Vous pouvez pas dire, ah ben là, je suis dans ma lumière. Ça fonctionne pas comme ça. On peut pas dire, je suis dans ma lumière. Vous allez tout simplement dire, je veux être présent à qui je suis, qu'est-ce que je vis et comment ça se passe autour de moi, comment j'intègre, et la capacité que vous avez indirectement à vous donner de la liberté dans la difficulté que vous vivez. Se dégager de l'expérience. Si vous n'êtes pas capable de vous dégager d'une expérience, indirectement, ça veut dire que vous êtes susceptiblement, possiblement, sous influence astrale. Astrale, ce qui veut dire indirectement le monde de la mort, des entités qui, indirectement, ne vous donnent pas l'opportunité de savoir où vous êtes dans votre journée. Et c'est la première chose que vous devez faire. Vous vous levez le matin, où êtes-vous? Est-ce que vous avez eu une bonne nuit de sommeil ou est-ce que vous n'avez pas eu une bonne nuit de sommeil? Est-ce que vous vous êtes fait attaquer dans vos rêves? Est-ce que vous êtes, attaquer dans ses rêves, c'est quoi indirectement? C'est se faire bombarder, se faire picosser par le monde de la mort. Le rêve, indirectement, ça vous permet de sentir l'autorité que vous avez. Si vous n'avez pas d'autorité dans le monde de la mort, ça veut dire que vous avez encore moins d'autorité dans votre journée qui s'en vient. Parce que le rêve, c'est une mesure de ça. Si vous avez de l'autorité dans votre rêve, vous allez avoir de l'autorité dans votre journée. Parce que déjà là, vous êtes centrique. Vous êtes centré. Ça fait partie de la trousse de survie que les gens n'ont pas regardé le rêve. C'est très important que les gens regardent leur rêve. Pas dans le sens de les analyser, dans le sens tout simplement dans lequel je viens de vous le présenter, dans la nature que vous avez à identifier qui est-ce qui tourne ou qui est-ce qui gravite autour de vous dans votre conscience diurne et surtout nocturne, parce que ça commence tout dans le nocturne. OK? Si vous êtes capable de faire ça, vous allez sentir votre intelligence indirectement grandir à travers l'expérience, parce que quand vous allez arriver dans votre journée, vous allez déjà avoir l'esprit présent en vous. Vous allez déjà avoir la capacité de vous centrer. Donc, il est très rare ou très improbable que lorsque vous allez vous habiller, vous allez changer de robe 3 fois. Quand je parle de ça ici, ça s'adresse pour les femmes. Indirectement, ils vont savoir
qu'est-ce qu'ils ont apporté et quelle est la vibration dans laquelle ils sont. Une femme qui change de vêtements 3, 4, 5 fois le matin, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas capable d'identifier où elle est. Pour les hommes, c'est différent. Pour l'homme, lui, ce serait probablement de se poser la question, est-ce qu'il est bien? Dans le sens, est-ce qu'il a de l'ego ce matin en se réveillant? Ça sent-tu l'ego autour de lui? Ou ça sent-tu de la douceur indirectement? Est-ce qu'il est capable d'être présent à l'autre? Parce que n'oubliez pas, l'homme, c'est un grand dominateur. Un grand dominateur. L'homme, le mâle, là, hein? L'homme mâle et même les hommes en voie de conscience. On parle de la femme ou de l'homme? Quand vous parlez de l'homme, là, vous voulez dire l'homme, le masculin? Oui, l'homme mâle, masculin, là. effectivement. Bon, ben, okay. Ouais. L'homme masculin, parce que la femme, elle n'est pas propre à la domination. Elle est toujours le regard tourné vers l'autre, alors que l'homme, c'est un guerrier, un batailleur pour aller dans le monde, et il oublie souvent que sa sensibilité est mal placée. Et il se croit dans sa centricité, et il est parfois davantage dans son ego, et il ne le voit pas. Donc, à lui de faire ses devoirs, mais le rêve est un bon exemple de ça. Si vous êtes capable, dans vos rêves, de ne pas avoir il appelle ça l'insurgence de penser que vous êtes intelligent. Il ne faut pas que vous pensiez que vous soyez intelligent, il faut l'être. Et l'homme, c'est un de ses grands défauts. Il se pense intelligent. Et quand il se pense intelligent, il est déjà astralisé. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà dans sa conscience des parasites astrales qui vont lui créer possiblement un déphasage très rapide. Alors que la femme est beaucoup plus près d'elle-même en sensibilité, mais elle peut être très émotive en sensibilité aussi. Donc, dans le rêve, elle peut se faire charrier et se lever le matin et indirectement être déjà émotive. Alors que l'homme, c'est rare que ça lui arrive. Vous comprenez ce que je dis? Ben, c'est cela. Dans la trousse de survie, oui. Il y a des principes qu'on dirait spirituels. Je pense déjà au pardon, à la compassion. Est-ce que ça fait partie où il faut se débarrasser de ces choses-là pour être capable de survivre dans des cas extrêmes? Ouais, une excellente question. Le pardon, c'est bon pour les morts. Et l'autre, c'est quoi? La compassion. La compassion aussi, c'est bon pour les morts. Les morts aiment bien ça, le pardon. La compassion, c'est un détournement de votre intelligence. Parce que si vous savez que l'autre vit des difficultés, vous vous dites pas, ben, faut que je l'aide. Ça, c'est de la compassion. Vous vous dites, il vit des difficultés. Et je sais pourquoi il les vit. C'est de l'intelligence. Et quand vous allez avoir ce taux vibratoire-là, il va le sentir. Et il va grandir. Ça veut dire que vous allez aller le voir, puis vous allez dire, c'est difficile ce que tu vis. Je le sais. Mais il va grandir parce que votre taux vibratoire va se transmettre à sa psyché, automatiquement. Parce que vous êtes présent à sa souffrance. Il y a une différence, hein? Et il y a des gens, n'allez pas penser qu'il y a des gens qui ne doivent pas souffrir. Il y a des gens qui doivent souffrir. Parce que l'ego est trop fort. Nous autres, quand on voit quelqu'un qui souffre, on se dit, ah, il souffre, il souffre, il souffre. Oui, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu quand il était en puissance dans son ego. Pour voir pourquoi il vit ce déséquilibre-là. La vie, c'est multidimensionnel. Ce n'est pas seulement un événement. Donc, si on voit une personne dans la souffrance, il faut savoir, est-ce que j'ai quelque chose à faire pour cette personne-là? Ça, c'est pour la compassion. Pour le pardon. Pour le pardon. Je vais lui demander, leur pardon, qu'est-ce qu'ils en pensent. Écrit en chinois. Il considère que le pardon, c'est une promesse à la faillite pour vous. Dans quel sens? Parce que nous croyons que le pardon, c'est une église de pensée. Et une structure de pensée imposée par l'astral. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière le pardon une volonté de s'oublier, une volonté de se culpabiliser. Et alors que si l'homme était tout simplement, comment on peut remplacer le pardon? Nous remplaçons le pardon par de l'intelligence, de la conscience,
Donc, vous avez devant vous, vous avez peut-être, je ne sais pas, moi, été un mauvais garnement avec vos parents quand vous étiez jeune. Vous n'avez pas à leur demander pardon. Vous avez tout simplement à vous dire, « Ah, ils m'ont choisi dans leur incarnation pour que je les fasse chier un petit peu, pour qu'ils évoluent. » C'est ça. Hein, c'est ça. Parce que sinon, vous vous tirez un doigt dans l'œil. Vous allez vous dire, je n'ai pas été un bon garnement, je n'ai pas été un bon garçon. Mais non, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire parce qu'indirectement, vous avez été exactement le portrait parfait de la programmation que ces gens-là devaient avoir. Donc, vous regardez vos parents et après ça, vous vous dites, ils sont-ils intelligents ou ils ne sont pas intelligents? Et ça finit là. Une fois que vous comprenez que vos parents avaient une programmation très astrale avec vous et qu'ils ne devaient pas devenir intelligents parce que vous étiez un mauvais garnement, mais que vous deviez l'être, vous extirpez d'un karma incroyable. Vous êtes d'accord? Effectivement, c'est ça qui se passe. Quand je parle de survie, de trousse de survie mentale, oui, j'entends donc qu'on est dans un moment critique où on risque de disparaître. Et c'est pour survivre. Là, tu sais, c'est comme la bouée de sauvetage. Là. Alors, de quelle manière on peut s'en servir? On ne prend pas ça tous les jours. Là. On ne se promène pas ici avec une ceinture de sauvetage quand on est dans une conférence. Mais si on était sur un bateau qui coule, on aurait besoin de la trousse de survie. Mais déjà là, quand vous assistez à des sujets d'études comme celui-ci, vous vous donnez déjà une trousse de survie. Vous vous donnez déjà une trousse de survie parce qu'indirectement, vous avez de la centricité. Vous avez de la centricité. Donc, en ayant de la centricité à venir ici, vous repartez avec une structure mentale différente. La trousse de survie, c'est dans la structure mentale que vous avez développée pour confronter la vie. Pas aimer la vie. La vie, c'est de la merde. Il faut que vous le compreniez un jour ou l'autre, que la vie, c'est de la merde. La vie, c'est de l'opposition. Vous êtes d'accord? La vie, c'est une opposition constante. Ce n'est pas la vie est pour moi, va me donner le bonheur. Oui, vous pouvez vous mettre des lunettes roses pendant un temps. Parce que votre programmation vous permet indirectement de faire une symbiose avec la vie et de croire qu'indirectement la vie est bonne. La vie n'est pas bonne, la vie n'est pas mauvaise. La vie, c'est de l'opposition. Donc, si vous avez une trousse de survie dans votre premier élément qui vous identifie que la vie, c'est de l'opposition, vous êtes déjà mieux ferré pour affronter l'événement. Parce que vous n'allez pas dire, « Ah, mais là, ça ne devrait pas m'arriver. » Ou vous n'allez pas mettre vos lunettes spirituelles. « Ah, ben l'autre m'envoie chier, c'est parce que indirectement, il n'aime pas la vie. » Ça n'a pas rapport. Cette personne-là, indirectement, elle vous envoie chier parce qu'elle est probablement très astralisée. Et elle vous envoie une charge négative. Et vous, si vous êtes très positif parce que vous avez une énergie très forte au niveau de la spiritualité ou quoi que ce soit, c'est facile de dire « Ah, c'est à moi de l'aimer davantage. » Et ça n'a pas rapport. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une trousse de survie, ça. C'est une façon, tout simplement, d'embrasser l'astral de l'autre. Et ne jamais reconnaître qu'une personne qui vous envoie chier indirectement, c'est une personne qui... C'est pas une question qu'elle n'est pas bien dans sa peau, c'est qu'elle ne sait plus où elle est dans sa vie. C'est pas pareil. Elle ne sait pas qu'est-ce qui lui tourne autour de la tête. Si elle ne sait pas qu'est-ce qui lui tourne autour de la tête, n'oubliez jamais que ce qu'elle vous envoie comme charge négative peut se transférer à votre propre psyché. Et c'est pour ça que la trousse de survie, le premier élément, c'est de savoir indirectement identifier pour soi-même comment on arrive à être neutre dans la vie, malgré l'opposition. Il faut être neutre. Il faut se dégager de l'expérience lorsqu'on le peut. Si on vit l'émotion par rapport à l'événementiel, il doit y avoir une lecture de l'émotion, c'est-à-dire quelle partie de moi qui se fait chambarder? Est-ce que c'est ma culpabilité, le rejet? Qu'est-ce que c'est qui vous perturbe? Qu'est-ce que c'est qui vous perturbe? Et quand vous avez identifié qu'est-ce qui vous perturbe,
vous êtes capable indirectement de prendre le taureau par les cornes et de dire, ah, c'est une mémoire qui vient de telle enfance ou durant l'enfance, de l'adolescence, de vos parents ou quoi que ce soit, ou dans une autre vie, et vous dites, ah, cette personne-là vient me confronter par rapport à mes impuissances. À mes impuissances. Pas par rapport à vos puissances. Être dans la spiritualité, on ne découvre jamais nos impuissances. On est toujours en puissance. Mais c'est une fausse puissance. Parce que dans les années à venir, le code de survie va être indéterminément la capacité de se centrer sur le moment présent. Il n'y aura pas de passe-droit. Il n'y aura pas de capacité de l'homme de mettre ses lunettes de soleil pour regarder qu'est-ce qui se passe. Il n'aura pas le temps de les mettre, ses lunettes de soleil. L'autre va déjà le fracasser dans son corps émotif. La vie va le fracasser dans son corps émotif. Et c'est pour ça que je disais au début de la conférence qu'on est déjà dans un moment critique. Parce que on a parlé vendredi soir de la folie et du génie. Les gens qui ne sont pas ouverts à la conscience ont déjà une difficulté très grande face à la vie. Déjà. La spiritualité va permettre aux gens qui sont déjà dans cette vague-là d'intégrer peut-être la conscience. Peut-être que non plus. C'est une possibilité. Dépendamment de la sensibilité des gens, d'être capable de reconnaître où sont les pièges astrales. Et c'est difficile dans la spiritualité de reconnaître les pièges astrales. C'est très difficile. Parce que il n'y a pas de dialogue avec l'invisible. Quand je dis dialogue avec l'invisible, c'est que vous êtes capable de votre parole de retourner ce qu'on vous donne dans votre tête. Ce qu'on vous parle, quand ça vous parle dans votre tête à travers la pensée vient d'ailleurs. Et si vous n'êtes pas capable de retourner le feu de cette pensée-là, vous êtes indirectement sujet à un envahissement de l'énergie de cette pensée. Et ça vous donne une structure mentale moindre, parce que c'est dans l'autorité qu'on confronte le culte. C'est dans l'autorité. Il y a personne qui va vous dire que s'il y a un ange qui vient en contact avec vous, que cet ange-là est plus stupide que vous. Ils vont toujours vous dire qu'ils sont plus intelligents que vous. Et même s'ils n'ont jamais été incarnés, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents que vous. Pourquoi? Parce que l'expérience de l'homme, c'est la plus belle expérience de l'humanité dans l'univers local, qui doit permettre tout simplement à l'homme de créer une fondation moléculaire qui va redistribuer l'énergie dans les autres espaces-temps du cosmos, de la Terre. Donc vous êtes dans un monde en devenir et non un monde qui doit être détruit. Mais ce monde-là, avant qu'il soit en devenir, il va devoir être confronté à de la non-intelligence et de la grosse merde. Je vous garantis, il va y avoir de la grosse merde à venir. Pour simplement mettre en vibration votre corps émotif et indirectement peut-être éveiller votre intelligence si vous en avez. On a tous de l'intelligence. Mais quand on est sujet à des impressions, à des formes astrales dans sa vie, il y a beaucoup d'interférences et on ne sait plus distinguer l'intelligence de la non-intelligence. Et ça, le code de survie, ça doit vous permettre d'identifier, c'est le deuxième élément, est-ce que c'est intelligent ou pas? Sachez voir où vous êtes émotivement quand vous vous levez le matin, et déjà là, vous allez sentir si vous êtes centré ou pas. À tous les jours, faites ça. Posez-vous la question, est-ce que je suis bien dans ma peau, là, aujourd'hui? Ou est-ce que je suis fatigué? Ah, je suis fatigué, bien, soyez plus éveillé quand vous allez aller au travail. Est-ce que je suis plus sensible aujourd'hui qu'une autre journée? Premier élément. Ensuite, ne laissez pas passer rien qui n'est pas intelligent. Pas dans le sens que vous devez changer l'autre, mais reconnaissez, ah, ça, c'est pas intelligent. Mais dites-vous-le pour vous-même. Habituez-vous à habiter votre intelligence. Ne devenez jamais à l'autorité d'une autre personne. Pensez jamais qu'il n'y a personne de plus intelligent que vous. Vous faites ça, vous êtes vraiment dans la merde. La question à savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la neutralité et l'indifférence?
L'indifférence, c'est tout simplement ne pas être dans son intelligence. Alors que la neutralité, vous êtes vraiment au parfum de votre intelligence. L'indifférence, c'est une manière de se protéger. C'est un baume, c'est de ne pas voir le réel. Ça sert souvent parce que l'ego n'est pas capable de gérer l'intelligence. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de leur intelligence. Hein. Beaucoup de gens qui ont peur à être intelligents. Parce que l'intelligence, c'est un feu. C'est pas une réflexion, c'est pas une impression de l'intelligence. Donc la neutralité, tu peux pas dire ton enfant se fait frapper par un auto, puis tu vas dire ben là, je vais pratiquer ma neutralité. Il faut déjà que tu saches pourquoi ton enfant se fait frapper par l'auto pour être dans la neutralité. Donc, ça prend déjà de l'intelligence pour neutraliser cet événement-là. Donc, tu peux pas, il n'y a pas un individu qui va voir son enfant puis il va dire, ah, ben, il s'est bien fait frapper par l'auto, là, il a la tête éclatée. Il n'y a pas personne qui va dire ça. Parce que ça serait de l'indifférence béate. Mais indirectement, si l'enfant se fait frapper par un auto, et vous avez à vivre cette expérience-là. Parce que n'allez pas croire que vous êtes plus intelligent que la vie. Même si j'ai affirmé tantôt que la vie, c'est de la merde, on n'est pas plus intelligent que la vie. La vie connaît votre agenda. La vie va vous faire vivre vos faiblesses. Et si ça, c'est votre faiblesse, trouvez votre neutralité. Il n'y en a pas, c'est votre faiblesse. Mais avec le temps, si vous n'êtes pas capable de dépasser l'expérience de l'enfant qui se fait frapper par un auto, vous allez toujours être en manque d'intelligence, vous êtes d'accord? C'est parce que j'entends pas bien, moi. OK, parfait. J'aime ça. Ça me permet de reprendre la question au micro pour que ça soit enregistré. Si tantôt on fait une période de questions, je vais ben, d'habitude, on passe le micro pour la période de questions. Hein. Fait qu'on va mettre les questions tantôt. Gardez-les en mémoire. Alors, la question est à savoir, est-ce qu'il y a une différence là, entre l'intelligence et l'intellect? Et lequel des deux sert dans la trousse de survie? Ah oui, oui, oui. L'intellect, c'est une capacité mémorielle de travailler son ego avec la vie. L'intellect a protégé énormément d'individus dans le passé parce que on peut vraiment passer pour intelligent quand on a beaucoup d'intellect. Hein? On peut vraiment passer pour intelligent. Ça, c'est naturel parce que l'événement indirect va vous permettre d'être dans une puissance qui est réflexive. Mais quand le vrai choc arrive, prenez le médecin qui arrive à un événement difficile, son intellect ne lui sert pas. L'homme qui a perdu sa femme, là, qui est dans les tribunaux présentement, c'est un homme très intelligent au niveau de l'intellect, mais il est dépassé par la vie. Vous avez remarqué comment il est dépassé? On parle d'un médecin. On ne parle pas de quelqu'un de la rue. Donc, s'il avait été intelligent, il aurait pu comprendre que cet événement-là est lié tout simplement à une impuissance qu'il a. C'est que peut-être qu'il avait peur de vivre seul. Peut-être qu'il croyait, il avait acheté la croyance que sa vie était finie parce que son couple était infini. Et il avait donné une valeur non réelle à la vie. Quand tu donnes une valeur non réelle à la vie, par exemple que je suis avec une femme et ça doit être pour le restant de la vie, c'est une valeur judéo-chrétienne, on s'entend bien. Mais lui, il ne le sait pas, ça. Pas plus qu'Alice Robic sait comment mourir. Elle ne le sait pas non plus. Donc, il y a plein de gens qui peuvent intellectualiser la vie, mais l'intellect, c'est quoi? C'est quoi l'intellect? C'est d'avoir, dans toutes ces expériences, une mémoire pour parfaire à la vie, pour contrer l'événement. Et quand tu arrives devant un événement où tu n'as plus la capacité d'avoir la mémoire, le médecin, il peut affronter presque tout, hein, vous êtes d'accord? Il peut en voir des choses. Mais là, à partir de sa propre vie, il est complètement perturbé. Parce qu'il n'a pas la capacité d'être intelligent dans une autre forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence supramentale ou l'intelligence réelle. C'est quoi l'intelligence supramentale? C'est de ne pas penser. De ne pas réfléchir l'événement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent être dans ça. Hein? Il arrive un événement, on a toujours une réponse, une réflexion. On n'a pas de dialogue. On ne va pas en dedans et dire c'est quoi qui se passe.
L'ego est trop impliqué dans la situation et l'ego va trouver ses réponses. Moi, je vous dis, si vous arrive un événement, dites-vous, c'est quoi qui se passe? Ça va vous forcer à revenir dans votre énergie, dans votre centricité, à vous poser des questions intelligentes, à neutraliser les formes astrales. Vous allez dire, en disant c'est quoi qui se passe, vous allez sentir si vous êtes émotif. Et automatiquement, ça va neutraliser un peu votre émotivité. Donc ça, c'est le troisième. Je ne sais pas comment on en a là, mais je pense que c'est le troisième. Je me rappelle pas des premiers, deuxième, troisième. S'il y en a qui prennent des notes, puis ils me disent je suis rendu au quatrième, ça se peut, mais je pense qu'on en a 3 là. C'est ça? Étudier ses rêves, le premier. Étudier ses rêves, c'est ça, on voit. Oui, oui. Ben, l'étude de ses rêves, il ne faut pas aller trop loin dans ça, là. Il ne faut pas charrier non plus. Il faut simplement se réveiller, en se réveillant, et dire, est-ce que je me suis fait un peu pourchasser dans mon rêve cette nuit? Est-ce que c'est moi qui étais en autorité dans ce rêve-là? Il y a des fois, vous vous réveillez, vous ne sentez rien, hein? Vous vous rappelez de rien. Ben là, il s'agit tout simplement de dire, est-ce que je suis fatigué ou pas? Est-ce que j'ai bien dormi ou pas? Est-ce que je suis en forme ou pas? Mais ne vous dites pas trop, ah, mais là, ça va bien, j'ai bien dormi. Parce que c'est sûr que ça va aller mal dans la journée. Faites attention à votre parole. La parole crée. Et si vous êtes trop enthousiaste parce que vous avez une bonne nuit, méfiez-vous. Méfiez-vous. Moi, il y a bien, juste avant de rencontrer Richard, je peux vous raconter, ça fait une semaine que je ne dors pas. Je suis perturbé dans mon sommeil. Pas perturbé, mais je suis obligé d'avoir de l'autorité. Mais l'autorité que j'ai, c'est parce qu'ils m'ont rendu très, très malade dans la semaine avant. Donc, ça m'a demandé énormément de centricité. C'est dans cette optique-là que je veux que vous regardiez votre vie, dans le sens que la vie va toujours vous faire indirectement chier parce elle est remplie des positions en fonction de qui vous devez être. Plus vous devez être important au niveau de votre vibration dans votre propre vie, plus vous allez avoir d'opposition. C'est pas, je peux pas dire que c'est un cadeau être intelligent là. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau d'être conscient non plus. C'est une vibration. C'est une vibration. C'est pas donné la conscience. L'intelligence, c'est pas donné non plus. Il y a énormément d'opposition pour vous empêcher à être intelligent. Énormément. Il y a beaucoup de monde qui veut que vous ne soyez pas intelligent, même au travail. Il y a beaucoup de monde qui nourrissent l'astral, le corps astral de la planète Terre. Il y a énormément d'individus qui s'acharnent à s'assurer que la Terre soit détruite. Je prends par exemple Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Vous habitez un endroit comme ça, vous vous en allez de là après un événement comme ça. Vous en allez de là. Mais est-ce que moi j'irais dire ça à ces gens-là? Jamais. Parce que je connais trop le retour astral envers ça. Et ça ici, je ne dirais pas ça à la télévision non plus. Mais là, c'est dit sur Internet. Pardon? C'est dit sur Internet. C'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que vous êtes responsable de ça et je sais très bien que vous protégez vos individus. Oui, mais je ne le retirerai pas parce qu'effectivement, moi-même, je trouve que c'est pas intelligent d'aller vivre dans un marécage parce que ça monte, ça s'inonde, on recommence, on va recommencer tout le temps. C'est ça. C'est un manque d'intelligence, ça. C'est ça. C'est une absence de présence à qu'est-ce qui s'en vient. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Et la liberté de parler, ça c'est une chose que... Ça c'est aussi dans la trousse de survie. C'est le 4e, ça. Il faut absolument que vous identifiez qu'est-ce que vous pouvez dire et ne pas dire. C'était justement la question que je t'ai pas arrivée. L'autre. Parce qu'on nous dit souvent qu'en trousse de survie physique, là, il est très important de s'associer à des gens fiables, des gens avec lesquels on a une communion, une compréhension. Mais là, comment en supramental on peut juger de la personne à côté? On continue-tu avec telle ou telle personne? Je dis pas sa femme, oui, son mari, c'est intéressant. Je dis de voisins, je peux, des amis. Parce qu'en cas de survie, c'est bon d'être un groupe, de ne pas être seul, isolé. Ouais. Ça, c'est
une observation extrêmement importante. Extrêmement importante, dans le sens que, qui sont vos alliés? Qui sont vos alliés psychiques? Est-ce que l'individu qui partage votre vie dans votre expérience de travail ou dans votre expérience d'amitié est vraiment un allié? C'est quoi un allié? C'est quoi un allié? Un allié, ce n'est pas nécessairement celui qui est gentil. C'est celui avec qui vous pouvez étudier la vie. C'est ça un allié. Étudier la vie. Si vous êtes avec une personne, puis elle manque cette ouverture-là sur l'étude, elle ne sera jamais votre allié. Elle va être un ami, mais ça ne sera pas un allié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que un allié, il peut toujours mettre son ego sur la table. Votre ami, il va toujours être capable de reconnaître s'il est un allié, où est son ego. Par exemple, il va vous dire, « Ah, tu ne devrais pas faire ça comme ça. » Et si vous êtes neutre, vous, dans ce que vous recevez, vous allez dire, « Pourquoi? » Vous allez lui retourner la question. Et il va être obligé de se censurer s'il était dans son ego. Et s'il ne le fait pas, « Ah, mais parce que là, si l'ego embarque et l'ego reste présent, ce n'est pas un allié. » Ce n'est pas un allié. Par contre, s'il est capable, avec le temps, de s'ajuster, il peut devenir votre allié. Mais les alliés, vous allez les compter sur le bout de vos doigts. Les amis, c'est différent. Les amis, c'est des gens que vous partagez le plaisir de la vie. Ce n'est pas des gens que vous faites des études avec. Vous savez, ah ben lui, Richard, lui, ou Jacques, il aime ça aller à la pêche, j'aime un peu aller à la pêche, je vais à la pêche avec lui. C'est ça. Ça, c'est un ami. Mais sachez que si votre taux vibratoire est beaucoup plus élevé que cet ami-là, vous allez travailler un petit peu avec cet ami-là. Ça se comprend, hein? Alors qu'avec un allié, vous ne travaillez jamais. La fréquence vibratoire est trop élevée, vous êtes en étude de la vie, il est en étude de soi, c'est tout le temps dans son front, dans sa psyché, ça fait qu'il n'y a jamais de perte d'énergie. Ça se comprend-tu, ça? La différence entre un allié et un ami. Un ami, sachez aussi que des fois, vous avez des amis qui vont devenir des alliés. Mais ce n'est pas pour demain. C'est pour dans 3 ans, 5 ans. Donc, sachez les voir quand vous devez les voir. Et tranquillement, pas vite, vous allez voir, leur taux vibratoire va monter. Parce qu'ils vont vous poser des questions. Mais, il y a beaucoup de gens qui posent des questions aussi qui sont des vidangeurs de votre énergie. Ce sont des faux amis. Et comment on reconnaît les faux amis? Hein? Ils n'ont pas d'intelligence. C'est de l'intelligence intellectualisée, c'est rationnel. C'est un semblant d'intelligence. Je vous donne un exemple, parce que c'est plus facile de reconnaître ça avec les exemples. Un ami, il peut vous faire chier 1 ou 2 fois. Vous êtes d'accord? Si vous faites chier une 3e fois, là, c'est pas un ami, hein? C'est vraiment pas un ami. Tu sais, aux États-Unis, du 3 strikes, you're out, là. Mais ça s'applique aussi pour les amis. Mais, n'allez pas penser que un 3 strikes, c'est out. Là aussi, vous pouvez vous faire enguirlander. Ah, ben ça, c'est une strike ou c'est pas une strike? Tu sais? Une prise au baseball, tu as le droit à 3 prises. Après 3 prises, tu es out. Si tu n'as pas réussi à battre au moment où la balle arrive. Tu sais? Ouais. C'est ça. Strike out. Donc, OK, parce que si on trouve... Moi, je me sens à l'aise avec lui. Mais attends, Denis, après la pause. Mais c'est pas être la raison. Pour la période de questions. C'est pas être la raison. Moi, ils m'ont rendu sourd par rapport à la conscience. Puis je porte un appareil ici. Ah oui, lui, c'est pas Bernard. Je dois emporter une autre. Je dois emporter une autre. Là, je la porte pas parce que c'est trop électrique.
pendant que je fais une conférence. Mais quand je vais la faire durant les questions, ça va être différent. C'est pour ça que je ne peux pas prendre de questions. C'est pas parce que vous n'êtes pas intéressant. C'est pas ça la raison. Ça a été bien la période de questions à Québec. Oui, avec j'ai le mis public. mon autre, Mon autre oreille. Là, comme puis- je dis, je passe le micro, puis ça, c'est le bâton de parole comme les Ah, ben Indiens. oui, ils ont. Tu c'est sais, tu super. prends le bâton de parole, là, tu parles dans le micro. C'est ça. Tout le monde entend. Oui, puis c'est ça. parfait. Ben, C'est ouais. bon pour tout le monde aussi d'entendre bien. Parce qu'une question, c'est très important. Hein. Une question, ça... On peut continuer, là, vas-y. On est-tu déjà reparti? Oui. Une question, c'est très important parce que ça détient en somme la structure mentale de votre psyché. Moi, quand je reçois votre question, je vois-tu déjà la structure mentale de votre tête. Et je peux déjà voir la présence de l'intelligence ou non. Je peux voir la présence de l'intellect. Ça veut dire que la personne, je sens déjà dans la vibration de la question qu'elle veut comprendre. Moi, j'ai des amis, ils me posent des questions, j'ai même pas besoin d'entendre ce qu'ils disent, je capte la question, par vibration. Fait que j'entends. Comme Richard, il parle des fois, j'entends pas ce qu'il dit, mais j'entends tout ce qu'il dit. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, ça me fatigue moins. C'est une façon. Ah, ben ça, c'est important. On est-tu rendu au 5e ou au 6e? 5? On l'appellerait comment, lui, d'abord? Sixième. Sixième. Le 6e, le 5e, le 6e, c'est de savoir comment fonctionne à travers vous votre intelligence. Votre corps physique ou votre structure mentale va vous permettre de vous sauver de plein de problèmes. Parce que beaucoup de gens ils ont une intelligence intuitive et ils la nient. Les femmes, surtout, vous avez une intelligence intuitive. Et vous sentez des choses, mais non, oh non, ça ne se peut pas. Si vous avez la capacité de recevoir une forme pensée et vous la considérez comme intelligente, ne la laissez pas de côté. C'est une préforme à ce qui s'en vient dans votre. Elle vous permet de vous centrer. Les hommes, comme apprenez à voir où votre intelligence domine. Parce que bien souvent, l'homme pense qu'il a toutes les réponses à la vie. Et s'il écoutait un petit peu plus, il aurait plus de réponses. Beaucoup trop de paroles, bien souvent, pour peu d'écoute. Ce que les femmes se font reprocher, que reprochent à l'homme, c'est l'écoute. Donc, un homme qui vit avec une femme devrait se la fermer pendant un moment et regarder son écoute. C'est quoi sa capacité d'écoute? Et il va regarder, elle est où son intelligence, en même temps. Donc, c'est de voir comment travaille votre intelligence à travers vous. En tant que femme, regardez surtout où se logent vos émotions. Où se logent vos émotions? Est-ce que ça revient surtout au travail? Ça revient surtout avec les enfants, la famille? Regardez ça. Regardez ça. Prenez conscience que vos émotions, c'est un trou noir pour vous. C'est vraiment un trou noir. C'est là qu'on vous astralise le plus. L'homme, c'est dans l'orgueil. C'est orgueilleux, l'homme. C'est orgueilleux. En 2011, c'est encore très orgueilleux, l'homme. Il se pense intelligent, l'homme. Hein? Il se pense beaucoup intelligent. Et s'il est intelligent, là, si vous voulez vraiment mesurer l'intelligence que vous avez, regardez comment vous traitez la femme. Et vous allez voir si vous êtes intelligent ou pas. C'est tout un défi, ça. Parce que l'intelligence de l'homme, c'est la capacité à faire la guerre au plan. Et l'homme est très, très bon à la guerre. Mais quand il fait la guerre à sa femme, il est complètement astralisé. Complètement astralisé. Ouais. Complètement astralisé. Puis, pour reconnaître votre intelligence, je parle des hommes, ils disent, vous devez habiter votre intellect de la conscience que vous pouvez toujours glisser dans cette piste-là, ce piège-là, qui est de penser que vous savez, alors que vous ne savez rien du tout. C'est une grosse mise en garde face à l'homme qu'ils veulent faire. Hein? C'est une grosse mise en garde. Alors que la femme, ils lui disent,
Elle a droit à son émotivité parce que l'homme n'est pas encore assez ajusté. Ils ne remettent pas ça sur les épaules de la femme, son émotivité. Ils remettent ça sur les épaules de l'homme qui a dominé la femme pendant des années. Si la femme est si émotive, ou si elle a tant de difficultés en société, c'est parce que l'homme domine encore trop la femme en société. C'est un égrégore, on parle d'un égrégore, hein? On parle de 2000 ans, OK? Où la femme a été dominée par l'homme dans tous les aspects de la vie. Et là, aussitôt que la femme est émotive un peu, l'homme va lui dire « Ah, elle est névrosée ». Peu qu'importe sa névrose, laissez-la ventiler, elle a besoin de ventiler parce que c'est en ventilant qu'elle va revenir dans son intelligence. Mais l'homme, lui, est intellect, il va la dominer tout de suite. Ah, ben là, t'es névrosé. Ah, ben là, c'est la guerre. Ou encore là, il dit, ah, tu es dans tes émotions. C'est parce que tu n'es pas capable de les recevoir, sacrement, ces émotions-là. Sacrement. J'ai beaucoup de souffrance pour la femme. Beaucoup. En raison du manque de l'intelligence de l'homme. Mais ça s'en vient, ça se nettoie. Il y a des hommes intelligents dans la salle. Ils sont ici pour indirectement se rappeler, parce qu'ils le savent déjà, qu'ils sont intelligents. Mais se rappeler, c'est quoi le centre de l'intelligence? C'est quoi la lumière de l'intelligence? C'est quoi la grandeur de l'intelligence? Vous n'avez pas d'idée, des fois, qu'est-ce que c'est une vibration? C'est grande vibration. Une vibration, ça établit le devenir de l'humanité, le devenir de l'homme, sa capacité à reconnaître que les événements à venir, ce sont les pires événements pour l'homme qui n'a pas de conscience. Je ne dis pas ça pour vous épeurer. Je dis ça parce que vous êtes intelligent. Mais grandissez dans cette intelligence-là. Parce que l'homme de demain, la femme de demain, ce sont des alliés. S'ils ne sont pas des alliés, ils auront beaucoup de difficultés à passer au travers. Moi, je remercie Richard de m'inviter, pas parce qu'il me fait passer au travers, mais il me dit indirectement, nous faisons le même travail. Et l'intelligence, ça se partage. L'intelligence, ça n'a pas de compétition. L'intelligence utilise son pôle intelligent pour permettre l'expression de la forme. C'est simplement ça. Vous êtes d'accord? Oui? Ben, c'est tout. Quand elle est prononcée, l'intelligence, elle devient une vibration sonore, ça Oui. devient de la parole ou le verbe, et c'est transmis dans le cerveau comme de l'intellect. On peut écrire un livre en prenant exactement les mots que vous avez utilisés tout le long, puis faire un livre à partir de la conférence qui est donnée. Donc l'intelligence devient une forme. Et c'est le sens de notre travail. Moi, je mets dans des formes, Internet, etc., mais il faut que j'aille chercher des gens qui sont branchés pour avoir une forme qui se tienne et qui est de l'allure. J'en ai trouvé un en passant qui s'appelle Marc Delassalle. Connaissez-vous? Qui? Marc Delassalle. Un peu, oui. Il est branché, lui, sur l'intelligence. Le problème, c'est qu'on ne sait pas avec qui. Lui, le sais-tu? On va lui demander. Non, je fais des farces. Maintenant, la question suivante était à savoir comment développer le sens du danger. Parce Le que sens du danger? Oui, parce que si on parle d'une trousse de survie mentale, ben, on est en plein bois, on se promène, on a notre sac à dos, notre trousse de survie est dans notre sac à dos, on est dans le monde d'aujourd'hui, on a la radio, la télévision, on a des conférences, on a plein de choses qui se passent, il y a des partis politiques, l'évolution de la société, d'un coup, tremblement de terre.
éruption volcanique. Bon, il faut savoir comment réagir à ce moment-là. Mais il y a des éruptions volcaniques qui sont financières, qui sont sociales, qui sont... alors, le sens du danger, comment... Psychique d'abord. Ben, on va donner l'exemple de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Si tu as dans ta trousse de danger, tu regardes puis tu t'en vas. Il n'y a pas d'analyse à faire là. Oui, mais là, moi, je parle des dangers psychiques. Des dangers invisibles. Là. Des dangers invisibles. Un des gros dangers psychiques, c'est certainement vous allez d'un endroit que vous n'avez pas d'affaires là. Puis vous ne savez pas que c'est astral. Tu sais, il y a des endroits... Vous allez... Tu sais, à Montréal, il y a beaucoup de concerts. Hein? C'est la ville des spectacles. Mais c'est la ville aussi où il y a beaucoup d'énergie dans les deux sens. Montréal, c'est pas Québec. À Québec, tu n'as pas besoin de te protéger autant. Montréal, tu dois te protéger un petit peu plus. Ça c'est un danger psychique, ça. Vous marchez sur Sainte-Catherine, là, vous êtes mieux d'être blindé à l'os. Parce que l'astral, la noirceur, est déjà sur des segments de cette rue-là. Donc, n'allez pas penser que, ben là, je vais aller sur Sainte-Catherine pour m'acheter, parce que j'aime bien ce petit magasin-là. Oui, vous pouvez y aller, mais allez-y pas ouvert. Allez-y avec une structure mentale, pas dans le sens où là je suis ferré. Ça fonctionne pas de même. Vous vous dites, OK, je m'en vais sur la rue Sainte-Catherine, là. Tu sais, protégez-vous le corps astral un peu. Dans le sens, mettez-vous un peu plus dans votre centricité. Il y en a qui vont dire, ben là, je vais être dans ma lumière. Ben, si ça fonctionne pour vous, dites-vous ça. Mais moi, la lumière, tout ce qui est la lumière, je considère indirectement, quand je dis la parole, c'est de la lumière, oui, pas de problème. Mais la parole, c'est un feu. La lumière, c'est beaucoup plus associé à « je vais être dans la lumière ». Moi, je dis pas « je vais être dans la lumière », je vais être dans mon intelligence. Ça, c'est un danger psychique de vouloir être dans la lumière. Pourquoi? Parce que vous ne savez jamais quelle lumière qu'on va vous mettre dedans. C'est intéressant, ça, hein? Vous ne savez jamais quelle lumière que vous allez vous mettre dedans. Puis là, vous allez à une rencontre, je ne sais pas, moi, à une rencontre, vous allez dans un restaurant. Assoyez-vous pas dans le centre. À moins que vous êtes bien ferré. À moins que vous ayez des bons amis autour de vous, des alliés. Parce que vous allez vous apercevoir que ça circule beaucoup. Ah, ça, c'est des petites techniques, ça, qui vont vous protéger de ce qui s'en vient indirectement, d'être attaqué psychiquement. Apprenez, moi, je vais dans un café, il y a le même homme qui s'assied toujours à la même place. Puis, quand je vais dans le café, puis je suis dans sa place, il n'aime pas ça. Et je le sais. Pensez-vous que je reste là? Je m'en vais. Je m'en vais. Je lui donne la place. Parce que, savez-vous ce qu'il fait? Il s'assoit juste à côté. Puis là, il attend sa place. Et là, on ne parle pas de n'importe qui. Là, on parle d'un individu qui a publié des livres, un écrivain. Ça ne veut rien dire. Sa psyché peut être polluée astralement. Des entités incroyables. Et la dernière fois qu'il est venu, je l'ai vu arriver, j'ai dit, je vais vous la donner, la place. Ah, ben là, je suis mal à l'aise. Non, je vous la donne, la place, je sais comment vous fonctionnez. Merci. Je n'ai pas manqué de respect, j'ai crissé mon camp. Je suis allé m'asseoir ailleurs. Pause? On est en pause? Non. Non. Mais, vous avez une question? Un peu, là. C'est quoi le sujet encore? C'était le danger, le sens du danger, comment le percevoir et comment le développer. Parce que la question que j'ai, la suivante, c'était avoir un entraînement. C'est bien beau avoir une trousse de survie, mais il est bon d'avoir un entraînement. C'est-à-dire que dans l'adversité, parce que moi, je veux toujours qu'on parle du monde de l'invisible. Moi, j'en ai beaucoup reçu des invités
trousse de survie, hein. Vous êtes ici, comment préparer là, les médicaments, comment préparer les graines à manger quand il n'y aurait plus de nourriture, puis tout ça. Bon, puis comment se préparer à ça, habituer votre corps à prendre des produits. Bon, maintenant, là, on est dans l'invisible, on est dans le monde psychique avec vous, là. C'est ça qui m'intéresse de savoir. Parce que des troubles, les événements majeurs qui vont nous frapper, vont frapper notre intellect, notre imagination, nos émotions. Il va falloir passer à travers pareil, parce que ceux qui ne passeront pas vont être éliminés. Comme ceux qui restent, comme vous disiez, à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'eau monte. Si tu ne sais pas nager, mon gars, tu vas avoir des problèmes à un moment donné. Alors, on va être obligé d'apprendre à nager psychiquement. Là. Oui. Alors, comment on s'entraîne là, psychiquement? Bien, pour nager psychiquement, comme vous dites, Richard, c'est tout simplement d'être en mesure d'identifier l'éther dans lequel vous vivez. Est-ce que c'est tranquille, l'éther où vous êtes? OK? Est-ce qu'il y a trop de perturbations? Est-ce que vous êtes capable de vous ressourcer en tant qu'énergie? Où vous êtes? Hein? Quand vous arrivez chez vous, est-ce que ça fait... Ouf, ah là, je suis bien, là. OK? Ça veut dire que votre éther est correct. Hein? Mais si vous arrivez chez vous et vous n'êtes pas capable de vous recentrer, indirectement, il est peut-être le temps de déménager. Donc ça fait partie de la trousse de survie psychique, d'identifier où vous vivez. Est-ce que ça vous ressource ou pas? Mais n'oubliez pas une chose. Si vous avez à connaître l'évolution de votre conscience, vous allez vivre de grands chocs de vie. Même si vous mangez bien, si vous vous protégez, parce que vous ne savez pas comment les forces veulent évoluer à travers vous. Vous pouvez être très malade. Vous pouvez avoir un cancer. Et ils peuvent vous dire, si vous leur demandez, est-ce que je vais me guérir, ils vont vous dire, tu verras. Et c'est une très belle réponse. Parce qu'ils ne doivent pas vous donner la réponse de votre agenda. Parce que peut-être que c'est dans votre agenda vers la mort que vous allez triompher de votre intelligence. Et ça, vous ne le savez pas. C'est arrivé à Bernard de Montréal. Il ne savait pas qu'il était supposé mourir comme ça. Lui, il le savait. À la fin, que c'était une belle maladie. Donc, si vous êtes malade, ne pensez pas que vous allez vous guérir, parce que vous allez astraliser votre conscience. Par contre, utilisez les moyens intelligents que vous avez à votre portée pour dire, ah, j'ai besoin de ça pour pas souffrir. Le moins possible. C'est intelligent de ne pas souffrir. Donc, psychiquement, essayez de reconnaître dans tous les événements qui vont se présenter, qu'est-ce qui fait que cet événement-là se passe à tel endroit? Il y a longtemps, moi, que je sais que Saint-Jean-sur-le-Richelieu, j'habiterai jamais là. Il y a des endroits au Québec que vous ne pourrez pas habiter. Comme il y a des endroits dans le monde que les gens ne pourront pas habiter. Et c'est pas le but d'une conférence de dire quels sont les endroits, parce que c'est à vous de le découvrir, votre endroit. C'est à vous. Il n'y a pas de formule. Si, supposons, je vous dis, allez habiter là, vous allez vous faire piéger, parce que moi-même, je me fais piéger. Parce que je veux me donner de l'importance sur votre conscience. Je vous enlève de l'autorité en vous disant, ah, c'est tel endroit que vous devez habiter. Qui vous dit que si vous devez aller habiter à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, vous n'allez pas trouver votre intelligence là-bas? Moi, je dis que j'habiterai pas là pour moi. Parce que je connais l'éther, pour moi, c'est pas suffisant en vibration comme éther, vibratoire. Je m'habiterai jamais près d'un cours d'eau. Jamais. L'eau, c'est beau quand c'est loin. Hein, ça nage beaucoup mieux. Ça dépend de chacun. Hein. Il y en a qui sont faits pour être sur l'eau. Ceux qui ont la nature de pêcheurs pour aller sur l'océan. Ça leur manque quand ils sont loin de l'eau. Oui, parce que c'est une vibration. Hein? C'est une vibration pour eux autres, faire la pêche, faire la mer. Mais moi, je suis content quand j'ai les deux pieds sur terre. Donc, je ne suis pas marin dans l'âme. Parce qu'oubliez pas, il y a beaucoup de mémoires qui font que vous êtes ceci dans votre âme. Les gens qui attachent beaucoup d'importance à leur âme, c'est parce qu'ils vivent beaucoup de mémoriels avec leur conscience.
Leur conscience a besoin de se développer encore un peu astralement pour que l'ego puisse prendre de l'expansion. Et lorsque l'ego va avoir suffisamment souffert, là, ils vont dire, là, je suis fatigué de ne pas être intelligent. Et c'est là que l'âme va prendre une culbute. Parce que l'âme, c'est de la mémoire, il n'y a pas d'intelligence en l'âme. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une pause? C'est bon. Après la pause, il y aura la période de questions lors de cette conférence enregistrée à Montréal, disponible dans cette salle du Club Créé, Club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental. De plus, il y a la conférence donnée à Québec, qui est aussi suivie de la période de questions qui a eu lieu à Québec au début du mois de juin 2011, et donc disponible dans cette salle 1106. Nous retrouverons M. Marc de la salle au mois d'octobre prochain, toujours consacré à la mémoire de Bernard de Montréal, où on aborde le supramental. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous abonner par bloc d'1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an, au tarif ici affiché, soit en utilisant le service de paiement en ligne très sécuritaire de PayPal, ou alors avec un chèque ou un mandat postal, libellé au nom du Club Créé, à l'adresse Club Créé, case postale 52 Belleuil, J3G4S8, ou alors en assistant à la conférence au début de chaque mois, à Québec le premier vendredi du mois à l'Université Laval au pavillon Adrien Pouliot au local 2341, c'est le vendredi soir de 19h30 à 23h, ou alors le dimanche qui suit le premier vendredi du mois à Montréal, c'est au Cégep de Maisonneuve, 3800 rue Sherbrooke-Est, au local B4417, tout l'après-midi du dimanche qui suit le premier vendredi du mois, de 13h à 17h. C'est non loin du métro P9, tout près du stade olympique, et c'est la salle qui est juste au-dessus de la porte d'entrée principale du Cégep de Maisonneuve. Alors là, vous aurez droit, en assistant à l'une des conférences, au début du mois, d'avoir accès à la salle du Club Créé, qui correspond au mois de la conférence à laquelle vous aurez assisté. À bientôt!